Avant de vous présenter le premier chapitre, j'aimerais ajouter 2 mots sur ce que Gonzalo vient de dire. Ce qui est important, c'est un travail collectif et participatif. Cela dit, nous n'avons pas la prétention d'avoir un travail parfait. Il se peut que nous avons oublié certains aspects dans ce document. C'est un document n'est pas complet non plus parce que nous n'avons pas eu le temps, par exemple, de rédiger les annexes. Dans les annexes, il y a des choses très importantes comme la future cour internationale sur les sociétés transnationales, donc sur son fonctionnement. Donc nous n'avons pas eu le temps parce que le travail collectif et participatif, ça prend du temps et nous n'avons pas eu le temps de le faire. Mais l'important n'est pas là. L'important, c'est que nous pensons que ce document, vous avez reçu aujourd'hui en 3 langues, reflète l'essentiel des préoccupations et les revendications des mouvements sociaux et des communautés affectées. C'est ça qui est important. Maintenant, je passe à la présentation de la première partie. Dans le préambule, nous avons souligné que les sociétés transnationales ont la responsabilité de respecter et protéger les droits humains. Bon, là, je profite pour expliquer ce que ça veut dire protéger les droits humains, parce que dans la salle plénière du groupe de travail, malheureusement, on entend tout et n'importe quoi. Quand on dit protéger, c'est que l'entité concernée, une société transnationale, doit faire tout pour ne pas violer les droits humains elle-même et dans sa chaîne de valeur. Il ne s'agit pas d'une obligation générale qui revienne naturellement à l'État, parce que l'État doit protéger non seulement tout ce qui se passe sur son territoire, mais les droits de toute sa population. Donc, ce n'est pas pareil. Donc, cette précision étant faite, nous avons précisé aussi dans le préambule les obligations directes des sociétés transnationales. Tout simplement parce que c'est le mandat de ce groupe de travail. Sinon, il n'y a aucun intérêt de continuer à travailler dans ce cadre-là. Bien sûr, en disant ça, on n'a pas oublié les obligations des États. Les États doivent naturellement protéger ces populations contre l'ingérence ou contre violation de tierces personnes. Ça peut être un groupe d'individus, ça peut être une entité, ça peut être une transnationale, que sais-je. Maintenant, dans le principe, je continue donc dans le chapitre 1er. Dans le principe, nous avons mis un élément important qui pourrait paraître un peu pourquoi on a mis ça. Nous avons dit les États parties réaffirment que les États demeurent les seuls sujets principaux du droit international. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est les États, évidemment les États ne sont pas seuls, il y en a d'autres acteurs au niveau international naturellement, mais ça revient aux États d'établir des normes. Donc c'est une prérogative des États. Donc nous avons précisé cet élément-là dans le principe au paragraphe 3. Un autre élément très important que nous avons précisé dans le principe, c'est la primauté du droit international des droits humains sur tout autre instrument juridique, en particulier sur ce concernant le commerce et l'investissement. Heureusement pour nous, dans le document de l'Équateur, on trouve le même principe. Maintenant, nous avons aussi mis dans ces principes que les États devraient adopter les mesures nécessaires pour engager la responsabilité pénale civile et tout autre type de STN en cas de violation des droits humains. C'est un aspect très important pour les communautés affectées, pour les militants qui luttent sur le terrain, pour pouvoir responsabiliser les sociétés transnationales sur ce chapitre-là. Ensuite, nous avons aussi précisé que les obligations étatiques prévues dans les accords et traités relatifs au commerce et à l'investissement sont soumises aux obligations établies dans notre projet. Donc, un autre élément très important aussi, les États ne devraient pas accepter les demandes des STN se fondant sur les traités internationaux relatifs au commerce et à l'investissement qui affectent l'obligation des États de respecter et protéger et donner effet aux droits humains. Donc, le chapitre suivant
concerne la mise en œuvre de ce traité et application des sentences prises dans un autre pays. Comme vous le savez, aujourd'hui, même quand on fait des procès et on obtient gain de cause dans un pays donné, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise, la compagnie concernée retire ses avoirs dans le pays concerné pour aller ailleurs. Donc, pour appliquer les sentences est extrêmement important. Nous avons précisé ça au paragraphe 10 des principes. Maintenant, concernant les droits concernés ou, si vous préférez, les droits protégés, nous avons précisé tout d'abord que dans notre projet de traité, la Charte internationale des droits de l'homme est source de droit pour notre papier. C'est quoi la Charte internationale des droits de l'homme? C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et les deux pactes internationaux relatifs aux droits humains, c'est-à-dire civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Donc, en plus de ça, nous avons précisé que le droit au développement, le droit à l'autodétermination et le droit à un environnement sain, ainsi que tous les droits collectifs des peuples et communautés autochtones sont protégés par notre papier. C'est un élément extrêmement important. Ensuite, nous avons défini toute une série de concepts, par exemple, ce que c'est une société transnationale, ce que c'est une chaîne de valeur, ce que c'est une responsabilité solidaire, l'état d'origine d'une STN, l'état d'accueil, les institutions internationales économiques et financières officielles, entités financières, ce que c'est les dirigeants des STN, comment on définit les personnes et communautés affectées et obligations extraterritoriales des États. Quand on dit extraterritorial, naturellement, il s'agit pour un État de prendre des mesures contre une entité qui opère à partir de son territoire mais viole les droits humains à l'étranger. Donc je ne vais pas vous présenter tout ça en détail, je vous invite à le lire, nous n'aurons pas beaucoup de temps, mais l'important, ces définitions, c'est extrêmement important. Sinon, les juges nationaux et les juges de la future Cour internationale sur les sociétés transnationales ne sauront pas comment appliquer ce papier. De ce point de vue-là, les définitions sont extrêmement importantes. Je crois que je suis arrivé à la fin de ma partie. Je m'arrête là et dans le débat, on va revenir peut-être. Merci. OK.